Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et bienvenue dans les vidéos habituelles du Top Flop 2025. Et oui, vous savez ce que c'est, l'année 2025 se termine, commence l'année 2026, et donc on va commencer 2026 avec les meilleurs films de l'année dernière et les pires films de l'année dernière. Sachant que j'ai vu un total de 92 films en 2025, j'aurais voulu en voir plus, mais des problèmes m'ont empêché d'aller au cinéma. Donc j'ai fait avec ma sélection que j'ai. Sachant que j'ai vraiment attendu au dernier moment avant de faire ce top, j'ai attendu de voir les films le 31 décembre 2025 afin d'être sûr d'avoir le top flop le plus complet possible. Et vu qu'on a mangé beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré, beaucoup trop salé, je me suis dit que ce serait pas mal d'évacuer déjà au moins le sel en parlant du flop de l'année 2025. On est parti ? On est parti. Numéro 15. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Sinners. Je suis désolé, mais ce film, c'est Une nuit en enfer en moins bien. Non mais si. Non mais si. C'est Une nuit en enfer, moins bien éclairé, moins bien cadré, avec un chouïa de messages, j'ai envie de dire, à peine raciste, mais totalement raciste en fait. Non, je suis désolé, vous vous rendez compte quand même qu'il n'y a aucun personnage blanc que l'on pourrait considérer comme un peu positif, et que toute la merde qui arrive dans la boîte, dans l'espèce de bar où ils ouvrent les deux frères jumeaux, que tout arrive à cause d'une femme blanche. Non, vraiment, et j'ai l'impression que plus c'est un film qui n'est pas apprécié non pas pour ses qualités intrinsèques, mais uniquement parce que beaucoup de gens qui l'ont vu sont d'accord avec le message du film. Ce que moi je ne le suis pas. Donc voilà, je n'aime pas Sinners, Une nuit en enfer en moins bien, avec un message raciste qui apparemment a plu à beaucoup de monde, et vous allez voir qu'il n'est pas le seul dans ce flop. Numéro 14... Confidentiel. D'accord. Tu m'as demandé comment ça marche quand on est avec quelqu'un dans ce milieu. Eh bien voilà. The Insider. Un film d'espionnage où il n'y a pas de mystère, où il n'y a même pas une espèce d'enjeu ou de doute qui concerne les personnages principaux qui semblent glisser totalement sur le scénario. Bah du coup, tu pètes tout comme ça. Numéro 13. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il ? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Lilo et Stitch. Un remake Disney. Alors, je lui reconnais quelques qualités à ce film, mais ça reste un remake Disney avec un lot de mauvaises décisions. Je pense notamment à La Voisine qui dévalorise totalement le personnage de la grande sœur, ou même des tonnes d'incohérences qui ont été rajoutées dans ce film et qui ne passent pas. Ceci dit, ce n'est pas le pire remake Disney qu'on a eu cette année. Numéro 12. Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Superman. J'ai envie de m'attarder un peu sur celui-là. Parce que bon, quand j'ai dit que ce film était pas bon, quand je me suis exprimé par rapport à ce film sur les réseaux sociaux, je me suis pris des tonnes de merde dans la gueule, parce que j'ai l'impression que ce film n'est absolument pas défendu pour ses qualités intrinsèques, mais plutôt parce que la plupart des gens qui ont vu ont trouvé le message génial. Que c'était trop cool de tuer le représentant d'Israël dans ce film. Oui, parce que, on va pas se mentir, dans ce film, il y a une espèce de guerre qui est métaphorique de la guerre israélo-palestinienne. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais déjà, en termes de qualité intrinsèque, je trouve que ce film n'est pas à la hauteur. Déjà, en termes de scène, il se surplonge de scènes de dialogue et de scènes de panneaux de texte. Un panneau de texte de début de film qui nous dit que l'âge des dieux, c'était il y a 300 ans, donc au 18e siècle. C'est les Américains, faut pas leur en vouloir. Mais en plus, des scènes de dialogue qui sont là parce que James Gunn, tout comme Snyder, a voulu introduire beaucoup trop d'éléments dans son film, et donc du coup se force à caser la Justice League, enfin Justice Gang, l'espèce de Black Superman qu'on a eu dans ce film, on va en parler,
toute la dimension de poche, les éléments aliens, la super gun qui est là pour faire un caméo mais qui ne sert à rien. Bref, beaucoup trop d'éléments qui font que le film doit faire beaucoup de bavardage pour introduire tous ces éléments. Alors oui, il y a certains défenseurs qui ont de bons arguments pour ce film. C'est vrai que les scènes d'action sont très bonnes, le spectacle est assuré et la scène de la ferme du Kent marche plutôt bien, je lui reconnais ça. Mais le problème déjà, c'est que les scènes d'action, elles sont très souvent accompagnées de scènes débiles ou de scènes de facilité scénaristique, voire d'incohérence, qui font que je ne peux pas apprécier le spectacle. Genre, quand ils arrivent dans une base militaire qui est censée garder un truc super secret, mais que le vaisseau peut se poser au milieu pépouze, sans aucune difficulté, et que les soldats font 3 tonnes de sommation avant de se mettre à agir, je suis désolé, je trouve ça débile. Mais comme je l'ai dit, ce qui me dérange profondément, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de monde ont acclamé ce film parce que, oh là là, rendez-vous compte, c'est une représentation Superman qui sauve la Palestine contre Israël. Oh là là, oh c'est génial, une super-héroïne qui tue le président israélien dans le film. C'est pas exactement le président israélien, mais vous avez compris, c'est exactement ce que veut être la métaphore. Et je suis désolé, mais je trouve ce message assez immonde. Alors, et attention, quand on dit ça, on va dire « Oh, t'aurais dit que Hitler, ça aurait été immonde de le tuer ?» Non, c'est pas ça, c'est... Alors déjà, ceux qui répondent en mode que Superman est déjà intervenu dans la politique des autres pays parce que y a un comics dans lequel il s'en prend à Hitler, je rappelle au passage que c'est un comics des années 40, que c'était un comics fait pour la propagande de guerre. Depuis quand c'est cool de reprendre un média de propagande, en fait? Depuis quand c'est cool de reprendre des messages propagandistes guerriers? Je croyais que... surtout américains. Surtout pour le soft power américain. Et en plus, citez-moi un pays, un seul pays, où quand on est intervenu et qu'on a tué le dirigeant, citez-moi un seul de ces pays qui s'est bien relevé après. Où la situation s'est améliorée après. Je suis désolé parce que ce film prône l'interventionnisme américain. Et la façon dont il le fait, il disait qu'il faudrait buter le dictateur en face. Sauf que, je suis désolé, des dictateurs, on en a déjà buté au Moyen-Orient, on en a déjà buté des dictateurs qu'on a présentés comme des monstres qui martyrisaient leur peuple. Et résultat, avoir buté les dictateurs, bon, c'était surtout un prétexte pour les Américains d'intervenir, mais en plus, ça a foutu plus la merde qu'autre chose. Vous croyez qu'ils ont été mieux en Irak après le meurtre de Saddam Hussein ? Vous croyez qu'ils ont été mieux en Libye, en Afghanistan, en Syrie, en Iran ? On a eu 3 tonnes d'exemples qui ont montré que c'était pas bon de tuer le chef d'État parce que généralement il y a quelque chose de pire qui vient derrière. Ça ne veut pas dire qu'on défend les chefs d'État, ça ne veut pas dire qu'on défend les dictateurs, ça ne veut pas dire qu'on est de leur côté, ça veut juste dire que que cette manière de faire est merdique. Et t'as 3 tonnes de teubés qui applaudissent l'autre connasse qui bute le dictateur parce que, oh, ça serait trop bien. Oh, il faudrait faire ça. Calmez-vous, vous allez pas faire ça, hein. Vous êtes juste des gros cons qui restent assis sur le canapé. Je suis désolé d'être violent, mais je m'en suis pris tellement plein la gueule de votre part que je suis désolé, mais la manière dont vous acclamez ce film uniquement parce que vous êtes d'accord avec le message et que vous ne réfléchissez pas aux conséquences de certains actes, que vous ne réfléchissez pas à l'historique de ce qui s'est passé quand on agissait comme ça, mais c'est terrible. C'est effrayant. Et alors oui, mais tu comprends, le film Superman, c'est aussi un film pro-immigration, comme quoi il faut accepter tout le monde. On rappelle que dans ce film, Superman a été envoyé pour nous exterminer. C'est ce que le film dit. Ce que le film dit, c'est que Superman a été envoyé pour coloniser la Terre, se reproduire avec les femelles de l'espèce humaine pour pouvoir dominer, reformer une nouvelle Krypton. Donc en gros, vous êtes en train de dire que les immigrés qui arrivent chez nous sont envoyés pour détruire l'endroit où ils arrivent ? C'est ça votre film pro-immigration ? Ah oui, mais maintenant Superman dit qu'il est humain, donc voilà, en fait, il ne veut plus nous exterminer, donc c'est quand même pro-immigration. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est que Superman, qui représente l'immigration,
a été envoyé nous exterminer, mais qu'il ne le fera pas parce qu'il a renié ses origines, parce qu'il a été assimilé. Je croyais que vous étiez contre l'assimilation, en fait. Donc en gros, c'est quoi? Les étrangers viennent chez nous pour nous exterminer, mais si on les fait renier leurs origines, c'est bon, on peut les accueillir? C'est ça, c'est littéralement ce que dit le film, en substance. Je veux dire, votre film progressiste, bienveillant et tout, il est anti-immigration, quoi. Bref, j'ai l'impression qu'en fait, Superman a été acclamé pour les mauvaises raisons, des raisons qui, pour moi, en plus, sont assez ignobles, et qu'on oublie du coup que c'est un film qui finalement n'a pas tant de qualité que ça, qu'il est même assez bourré de défauts. Le plan de Lex Luthor qui ne tient pas debout, Superman qui est éternellement faible, des éléments introduits qui ne servent à rien, une incohérence giga pour faire plaisir aux pro-palestiniens parce que, oh là là, rendez-vous compte, les super-héros interviennent pour aider le peuple, alors qu'il y a littéralement la fin du monde qui se produit pas loin. Je sais pas, le sens des priorités, ça vous parle? Bref, vous l'avez adoré, moi je le mets dans mon flop, et j'estime que c'est pour les bonnes raisons. Numéro 11. Elle ne fait plus partie de la maison. Elle a changé de vie depuis sa démission après Raqqa. Officiellement, Bad n'existe plus. Bad. Bah, je suis désolé, hein. On aura beau tenter de représenter un personnage comme badass, si les scènes d'action sont plates, si t'arrives pas à donner un méchant iconique et si t'arrives pas à faire un traitement assez intéressant de l'action, ça restera un mauvais film, hein. Numéro 10. C'est gentil de venir. Nos meilleurs potes se marient, non mais t'y crois? Souviens-toi l'été dernier. Ce qu'il y a de marrant avec ce reboot de 2025, c'est que déjà j'aimais pas le film de base. Film de base qui a été fait pour surfer sur la mode de Scream. Oui, pour moi, en fait, ces films, vous savez, c'est ces films qui prennent premier degré ce que Scream traitait au second degré, en fait. C'est ça, souviens-toi le dernier. C'est un Scream-like qui n'a pas compris ce qu'était Scream à la base. Et là, c'est marrant parce qu'ils ont ressorti un reboot de Souviens-toi l'été dernier parce que la saga Scream, enfin, c'est pas un reboot, c'est un requel, c'est une suite 20 des années après, quoi, qui ignore tous les autres films à part les premiers. Et c'est marrant parce que la saga Scream a fait une suite quelques années après le dernier opus. Du coup, Souviens-toi l'été dernier décide de faire la même chose. Et tout comme la première fois qu'ils ont tenté de surfer sur Scream, ça a donné un film de merde. Numéro 9. J'en peux plus d'attendre. De quoi tu parles, Doug? On le fait. Le remake d'Anaconda. Anaconda. Putain, vous savez ce que c'est le pire, c'est que j'y croyais en fait. Je me suis dit, les bandes annonces ça a l'air à chier, mais c'est pas la première fois qu'un film est mal vendu par les bandes annonces, et faire d'Anaconda une comédie, pourquoi pas? Ouais, bah finalement, c'était une idée de merde, quoi. En plus, le début du film m'a donné espoir, hein. J'ai trouvé que les personnages étaient attachants, qu'il y avait une bonne dynamique. Mais ça part vite en vrille, ça part de l'humour typique pipi caca, de l'humour bas de plafond. Et je suis désolé, mais quand ton Anaconda devient secondaire dans ton film Anaconda, c'est qu'il y a un problème. Faut vraiment que Jack Black arrête de se lancer dans des projets de merde. Et encore, celui-là, c'est pas le pire. Numéro 8. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Kaamelott, livre 2, partie 1. Je me souviens que quand est sorti le premier film Kaamelott, j'avais détesté, mais que beaucoup étaient venus me voir en me disant « Oh, mais Astier, il a un plan, tu vas voir ce qu'il va faire, c'est super. » Ensuite, avec la saga Kaamelott, d'accord, le premier film, c'était pas ça, mais c'est parce qu'il devait refaire les bases et tout. Bah, j'attends encore le plan de Alexandre Astier.
J'attends encore qu'est-ce qu'il a valu que sa saga de films devait être faite. Non, parce que là, son film, la Kaamelott livre 2 partie 1, parti comme c'est parti, j'aurais préféré qu'il fasse une série, hein. Non, franchement, et je dis pas ça de façon médisante. Je pense que en format série, ça aurait largement mieux passé. Parce que là, autant la première partie du film Kaamelott, ça allait à peu près, on avait une histoire qui se tenait. Mais la seconde partie, je suis désolé, on est sur plein de sous-quêtes, plein de sous-intrigues secondaires qui pour moi en format série aurait eu plus de développement, aurait eu plus de travail, ça aurait été beaucoup plus adapté en fait. Franchement, je pense qu'Alexandre Astier aurait dû partir sur une série au lieu d'une saga de films. Et ça va triste, parce qu'à la base j'aime beaucoup Astier, mais là j'ai l'impression qu'il plus ça va, plus il se perd en fait. Et en parlant de réalisateur qui se perd, numéro 7. Je cherche un guide pour aller dans les contrées perdues. Pourquoi veux-tu t'y rendre? Je suis à la recherche d'un immense trésor. In the Lost Lands, Paul W.S. Anderson. Non, mais en plus, je me suis vu les films de Paul W.S. Anderson avant son ère Mila Jovovich, mais il était tellement mieux dans cette ère-là. Je suis désolé, mais là, on retrouve le Paul W.S. Anderson qui veut filmer sa femme, qui veut dire, regardez, c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est la Mary Sue de service. Je sais que tu dois être très amoureux d'elle, mais là, tu es en train de lui construire artificiellement une carrière à Mila Jovovich. Bon, Mila Jovovich, vous savez ce que j'en pense, j'ai jamais publié cette actrice. Et qu'est-ce que Dave Bautista est venu foutre là-dedans? Oh, Bautista, t'es tellement mieux que ça, à la base. Bon, alors, au niveau... En plus, le film aurait pu être bien, c'est ça le pire, c'est que avec un réalisateur plus compétent, le film aurait pu être bien. On nous installe un univers qui n'est pas inintéressant. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui aurait pu s'installer petit à petit dans une espèce de film médiéval post-apocalyptique. Le problème, c'est que les sous-intrigues se mélangent. Le problème, c'est que il y a des intrigues qui se croisent et qui ne sont pas compatibles ensemble. Le montage est aux fraises. La colorimétrie. Oh, ça c'est le pire. La colorimétrie de ce film. Alors je sais que ça se veut être un film post-apocalyptique, mais je comprends qu'il ait voulu faire une certaine esthétique, mais ça ne marche pas. C'est plus moche qu'autre chose. Bon, le traitement de personnage Mila Jovovich par W.S. Anderson, vous savez comment ça se passe. Bref, c'est un film que j'avais presque totalement effacé de ma mémoire, pour être honnête, et j'espérais pas la retrouver, honnêtement. Numéro 6. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. Dis-moi juste que tu m'aimes. Personnage plat, intrigue pas intéressante avec une résolution anticlimatique, des espèces de sous-intrigues qui veulent se donner une espèce de mystère par rapport à est-ce que Omar Sy a trompé sa femme? Est-ce que Vanessa Paradis a voulu piquer Omar Sy? Qui se mélange déjà à une intrigue pas intéressante qui nous montre une Élodie Boucher qui... Non, une Élodie Boucher qui... Non, mais en plus, je suis désolé, mais il y a aucun personnage qui va. Il y a aucun personnage qui va, en fait. Il y a des espèces de facilités scénaristiques dans une intrigue qui est déjà plate, qui n'arrive pas à nous intéresser à ce qui se passe. Non, je suis désolé. C'était pas un film à faire. En plus, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup José Garcia, mais non, ça ne passe pas. Ce film n'arrive pas à se rendre intéressant, il n'arrive pas à être intéressant. Et du coup, je me suis ennuyé tout le long du film. Numéro 5. Je connais personne qui est mort. Qu'est-ce que ça fait? C'est flippant. Le monde se fissure et tu tombes dans un trou. Présence. Présence avait un concept génial. Et c'est le genre de film à concept, en fait, où
en fait, c'est la catégorie de films qui ont des concepts géniaux, mais qui ne savent pas les exploiter. Qui ne savent pas faire quelque chose d'intéressant avec ce concept. Et c'est tellement dommage, parce que faire un film de maison hantée du point de vue du fantôme, mais ça peut donner des trucs de fou, ça peut donner vraiment une très bonne histoire. Ça peut donner des manières de faire du film d'horreur intéressant. Mais non, la plupart du temps, le film, t'as juste l'impression d'avoir un film un peu voyeuriste, un film qui va juste suivre les aventures d'une famille avec un fantôme qui ne leur fait pas grand-chose au final, qui ne fait pas grand-chose du tout, du coup, qui veut nous mettre en place une espèce d'intrigue, de mystère autour du film, et que je trouve qu'il ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, tu devines très vite ce qui se passe, tu devines très vite ce qui va se passer. Le fantôme, l'identité du fantôme est inattendue, mais du coup, c'est un peu incohérent parce qu'on nous justifie ça avec le fait que le fantôme, en fait, il vit le passé, le présent, le futur un peu en même temps. Mais du coup, ils ont tenté une espèce de boucle temporelle qui n'est pas une boucle temporelle, mais plutôt à côté. Enfin, pour moi, ça ne marche pas parce que du coup, le fantôme à la base, s'il n'existait pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre comme situation. Ils ont voulu faire quelque chose. Ils ont voulu justifier le pourquoi. Le fantôme était ce personnage, mais pour moi ça marche pas, alors qu'en plus il y avait un autre personnage qui aurait pu très bien faire le taf en tant que fantôme. Mais je crois que l'un des trucs qui m'a le plus énervé, c'est la manière dont ce film a été vendu, parce que c'est très trompeur. On vend Présence comme un film d'horreur. Je suis désolé, ce film n'est pas du tout un film d'horreur. C'est un film contemplatif, c'est un film où on va suivre le point de vue du fantôme, mais c'est un fantôme qui est très passif tout le long. Et comme on me marquait film d'horreur dans le film, du coup je m'attendais à plus. Je suis peut-être pas objectif, je suis peut-être un peu trop dur avec ce film, je m'en rends compte. Mais je pense qu'en fait, il n'est pas arrivé à rendre son concept intéressant et c'est franchement dommage. Numéro 4. Marshall Harris, j'espère que vous aimez l'avion. C'est un beau jour pour voler. J'ai encore jamais emmené de Marshall, moi. Vol à haut risque. Alors je vous avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de celui-là parce qu'il était vachement oubliable, quoi. C'est encore une fois un film avec un concept qui aurait pu être totalement intéressant, hein, une espèce de huis clos dans un avion qui nous met une espèce de tension, qui aurait pu nous mettre une espèce de tension parce que le danger est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est un concept sous-exploité. Déjà parce que le personnage du méchant les personnages en soi sont assez mal écrits, hein. Le personnage du témoin est insupportable plus qu'autre chose. Le personnage du méchant, c'est un méchant cartoonesque qui, franchement, il est plus marrant qu'autre chose. Il représente pas vraiment une source de tension, quoi. En fait, c'est parce qu'ils veulent en faire trop. C'est ça le problème de ce film, c'est qu'ils veulent en faire trop avec le personnage du méchant. Et donc, Mark Wahlberg, il est totalement en roue libre dans ce film. Et du coup, t'arrives pas à prendre la menace au sérieux parce que, l'acteur qui le joue de façon cartoonesque. Ça tente des rebondissements, ça tente des sous-intrigues, ça tente plein de choses, mais ça ne réussit rien, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu nous mettre des caméos à la fin, des espèces d'acteurs. J'ai pas compris cette histoire d'acteurs. Est-ce que j'étais censé reconnaître les acteurs à la fin? J'étais censé reconnaître le mec qui parlait à la femme, qui parlait à l'héroïne pendant tout le long du film, là, celui qui la guide pendant son pilotage. Bon, parce qu'honnêtement, j'ai pas reconnu, hein. Je sais pas si ça devait être une plus-value pour le film. Les effets spéciaux, ils sont pas bons, hein. Surtout les effets spéciaux de fin. Les effets spéciaux de fin du crash, c'était dégueulasse. C'était pas beau. C'était pas beau du tout, hein. Je pense que ce film aurait gagné à travailler plus son mystère, qu'il aurait travaillé à plus élaborer une espèce de tension, de suspense, de thriller, plutôt que de vouloir nous faire une espèce de huis clos d'action dans un avion où la tension n'est pas bien travaillée, quoi. Numéro 3.
Dracula. Ah bah je sais que les vampires étaient réputés pour pomper le sang, mais là le film de Luc Besson, c'est pas que le sang qu'il pompe, hein. Ne serait-ce qu'au niveau de l'affiche, hein. Ça va, tu te fous pas trop de notre gueule, là, recopier l'affiche de Nosferatu de Robert Egger? Puis alors, au niveau de l'intrigue, bah ça n'invente rien, je suis désolé, ce Dracula, bah c'est toujours la même chose, c'est la même intrigue que le Dracula de Coppola, sauf que Coppola, il sait créer une imagerie, il sait créer une intrigue. Ils ont tenté quelques modifications dans ce Dracula, hein, genre, Dracula n'a plus 3 épouses, mais il a des serviteurs gargouilles. Pourquoi? Ils arrivent rien, et le pire c'est que ce film n'arrive à rien iconiser. Je veux dire, ne serait-ce que je n'ai plus souvenir de l'arrivée de Dracula en Angleterre. Je sais même plus s'ils font cette espèce de vous savez, c'est dans le livre, c'est le Déméter qui arrive et c'est Dracula. Je sais même plus s'il y a un passage comme ça dans ce film. Mais le pire, c'est que c'est un film amnésique, c'est un film qui ne se souvient plus de ses propres règles. Genre, on nous établit que le vampire, il est sensible au soleil à la base. Bah là, on a plusieurs fois des vampires qui se exposent en plein jour, ça a pas l'air de leur faire du mal, hein. Et je suis désolé, mais le film n'arrive pas à rendre son Dracula menaçant. Il ne lui donne pas l'aura que devrait avoir l'aura de Dracula. À aucun moment, j'ai vraiment eu l'impression que Dracula était une menace. Même quand il combat les humains, il fait pas grand chose, c'est surtout ses gargouilles qui s'en occupent. Et ça veut exagérer cette romance. On sent que Luc Besson s'est dit, bah tiens, c'est la romance qu'ils aiment bien dans le Dracula, donc on va aller à fond là-dessus, mais je suis désolé, c'est pas bien fait, c'est pas bien fait parce que c'est devenu trop mièvre, en fait. Il faudrait maintenant essayer de renouveler l'aspect de Dracula. C'est en ça que le Nosferatu de Robert Egger était assez rafraîchissant, parce que des occurrences du Dracula romantique, du Dracula qui est là pour retrouver son amour, on en a eu plein déjà. Alors que le Nosferatu, c'était tout de suite quelque chose de plus animal, quelque chose de plus bestial. D'ailleurs, bon, je dis ça parce que Robert Egger avait fait un excellent travail sur son Nosferatu, mais je pense que si Luc Besson avait mieux travaillé son Dracula, et pas seulement repomper les idées de tous ceux qui ont fait un Dracula avant, ça aurait pu faire quelque chose. Et encore, s'il se contentait que de les recopier, il les recopie, mais il les recopie mal en plus. Oui, bonjour, c'est Draghi du montage. Je viens de me souvenir d'un truc par rapport au film Dracula de Luc Besson qui m'avait échappé, mais qui pourtant illustre ce que je veux dire par renforcer le côté romantique gnangnan et enlever de la menace à Dracula, ne pas arriver à l'iconiser comme une véritable menace. Et c'est la sous-intrigue du parfum. La sous-intrigue, pour vous résumer, en gros, Dracula voyage dans le monde pour créer un parfum qui lui permettrait d'attirer les femmes. Et en gros, c'est cette sous-intrigue résume très bien le problème que j'évoque avec Dracula. C'est-à-dire que ils veulent renforcer un côté gnangnan, un côté romantique, parce que comprenez, Dracula qui travaille à mort pour faire un parfum pour séduire sa femme perdue. Oh là là, qu'est-ce que c'est romantique. Et ça lui enlève de la puissance, parce que je rappelle qu'à la base, Dracula, c'est un séducteur. Parce que il a des pouvoirs de séduction, parce que il a des pouvoirs qui lui permettent de séduire ses victimes. Alors que là, non, il a pas ce pouvoir. En fait, sa manière de séduire les victimes, c'est parce qu'il se parfume. C'est complètement con. C'est la seule grosse nouveauté du film, dans mes souvenirs, et je trouve que c'est complètement con et que ça illustre parfaitement à quel point Luc Besson n'a rien compris au personnage, a juste tenté de copier le côté romantique de Dracula et donc voilà, c'est l'exemple illustratif même de tout le problème du film Dracula, c'est cette histoire de putain de parfum à la con. Numéro 2. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Minecraft, le film. Vous savez, un des trucs qui faisait que beaucoup d'adaptations de jeux vidéo au cinéma étaient pourries, c'est parce que on partait du principe que les gamers étaient des débiles, qu'ils allaient juste se contenter
de voir leur personnage favori de jeux vidéo à l'écran, et que ça suffirait, qu'il n'y a pas besoin de faire un bon film. J'ai l'impression que Minecraft le film m'a ramené à cette époque. Minecraft le film m'a ramené à l'époque du premier film Super Mario Bros. Et déjà, un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que les 5 premières minutes du film résument une histoire que j'aurais voulu voir à la place du film. Je suis désolé parce que ils mettent en place le personnage de Steve, le personnage de Minecraft. Et moi, je me suis dit, oui, on est là pour suivre Steve. On est là pour suivre les aventures de Steve. Qu'est-ce que vous nous collez? Les autres personnages, je m'en fous de Jason Momoa, je m'en fous du gamin et de sa sœur, je m'en fous du personnage féminin. Je crois que c'est une espèce de propriétaire qui vend aussi des lamas, je sais plus quoi, qui vend aussi des animaux. Et je m'en fous encore plus de la sous-intrigue amoureuse à Dubaï entre le professeur, je crois c'est la proviseure du collège du gamin, et un villageois de Minecraft. Oui, je vous jure qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça et en plus ils ont gaspillé des minutes à nous présenter cette romance de merde. Ah oui, mais c'est une espèce de cartoon, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et non, ce film ne se revendique pas d'être un cartoon parce que il tente de temps en temps de nous donner du développement de personnages, il tente de temps en temps de nous donner de l'émotion, mais ça ne marche pas parce que on a été saoulé pendant des plombes par des blagues de merde, et du coup, dès que le film veut un peu donner de la profondeur émotionnelle à ses personnages, ça ne marche pas. Un exemple tout con, quand le gamin se retrouve confronté à un Enderman, l'Enderman lui remet un petit peu le côté, veut lui remettre ses doutes, ça dure 2 minutes dans la scène et le gamin passe tout de suite à autre chose après. Ça n'a eu aucune conséquence sur lui. Mais non, le film veut s'attarder sur les débilités du duo Jack Black, Jason Momoa, qui est le truc le plus positif du film et c'est pas une bonne nouvelle. Non, je suis désolé, mais c'est un film qui prend son public pour des cons. C'est clairement un film cynique sur Minecraft. Parce qu'on s'est dit, on va mettre du pognon dedans, mais on va pas mettre beaucoup d'efforts. De toute façon, les fans de Minecraft, tout le moment qu'ils auront leur monde de Minecraft, c'est des abrutis, hein, ils se contenteront de ça. On va pas s'efforcer à avoir une intrigue sur un univers absurde, voyons. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas eu juste avant le film Super Mario Bros, qui parle lui aussi d'un univers absurde et qui pourtant arrive à faire quelque chose de bien. Ce film n'a même pas l'excuse que c'était une tentative, que oh là là, mais vous savez, les adaptations de jeux vidéo, on en a fait plein maintenant. On a eu 3 tonnes de films qui sont partis de bases absurdes et qui ont fait de bonnes intrigues par la suite et qui ont fait de bons films par la suite. Mais c'est pas le cas de ce film, ne serait-ce que rien que de voir l'esthétique qu'il a voulu aborder. Déjà, je pense que ce film aurait été largement meilleur en film d'animation. Faut arrêter maintenant, quand on voit à quel point les designs du monde de Minecraft est dégueulasse, ça aurait largement mieux passé en animation. Hein. Mais en plus, le début du film, moi j'aurais voulu voir l'histoire de Steve dans le monde de Minecraft. Pas une espèce de résumé 5 minutes fait à la va-vite de la manière la plus feignante du monde. Tout ça pour nous continuer les mêmes clichés sur les films pour gosses, les films pour ados. Tout ça parce qu'on se considère que les joueurs de Minecraft sont juste des ados débiles. Faut arrêter 2 minutes. Et dire que Jack Black a dissous le groupe Tenacious D pour jouer dans ce genre de merde. Rendez-vous compte à quel point ça devient n'importe quoi cette histoire. Jack Black, je t'aime bien moi Jack Black, mais tu pars sérieusement en couille. Heureusement que t'es resté pour Super Mario Bros. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Super Mario Galaxy. Enfin, malgré tout, le film, cette bouse de Minecraft ne m'enlèvera pas quelque chose dans la tête. Il faut faire un Super Smash Bros Cinematic Universe. Je veux mon Super Smash Bros Cinematic Universe. Et le numéro 1 du flop 15 de l'année 2025 est... C'était le royaume de mon père. Un endroit juste et bon. Mais la reine a tout changé.
Blanche-Neige et les 7 nains. Ils ont pris un nain et c'est pas un des 7 nains. Ça paraît anodin, cette phrase. Mais en fait, pour moi, cette phrase, ça résume, en fait, à quel point ce film est lourdé de mauvaises idées. À quel point ce film est victime d'une série de mauvaises idées qu'ils ont enchaînées les uns à la suite des autres. Et c'est rare que je dise ça. C'est très rare que je dise ça, mais rien ne va dans ce film. Rien de rien. Ce film n'a rien pour lui en tant que film et n'a rien pour lui en tant que remake. Déjà, je trouve ça hilarant que ce film, la promo de ce film a été basée pour chier sur la version de 1937, en disant que oui, nous allons faire un film beaucoup plus féministe, nous allons faire un film beaucoup plus dans l'air du temps, nous allons faire un film beaucoup plus progressiste, parce que le film de 1937, il a seulement vieilli, ho ho ho. Avec tous les débiles de critiques à la In the Panda qui soutenaient ça. Bah tiens, super. Dans le film de 1937, Blanche-Neige, elle se faisait sauver qu'une seule fois. Dans ce film, 2 fois. Mais en plus, c'est un film qui est malhonnête parce que il a craché sur le film de 1937 pour se vendre, mais tu sens quand même qu'il avait besoin de rappeler un petit peu le film de 1937 quand il copie exactement certains plans comme les nains qui reviennent ou quand le chasseur s'apprête à assassiner Blanche-Neige. D'ailleurs, je parlais d'ombre, mais la gestion des lumières est n'importe quoi. On voit que c'est une gestion des lumières totalement artificielle parce que quand on passe d'un lieu à l'autre, on passe d'un lieu lumineux à un lieu totalement sombre et inversement. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dire que Gal Gadot jouait mal, mais que Rachel Zegler s'en sortait bien. Non. Rachel Zegler et Gal Gadot jouent toutes les deux très mal. Et elles ne sont pas les seules. Mais déjà, Rachel Zegler, je suis désolé, c'est une erreur de casting. On part du principe que Blanche-Neige doit être plus belle que sa belle-mère. Alors, j'aime bien Rachel Zegler, je dis pas qu'elle est moche, mais elle n'est pas plus belle que Gal Gadot. Et le pire, c'est qu'ils ont conscience de ça. Le pire, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ont fait une erreur de casting parce que ils ont tenté de justifier en disant oui, mais elle est plus belle que toi intérieurement. C'est la justification qui donne à la fin du film. Sauf que cette justification ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la fameuse scène où Blanche-Neige meurt, eh ben, le miroir dit que la reine est la plus belle. Alors, comment ça se passe, en fait? C'est la reine belle-mère, sous son air de psychopathe qui veut buter sa belle-fille parce qu'elle est plus belle qu'elle, finalement, c'est quelqu'un de très sympathique? Oh, ça ne marche pas, on est d'accord que ça ne marche pas. D'ailleurs, la scène de la pomme, en fait, ça non plus, ça ne marche pas parce que on a beaucoup critiqué le personnage de Blanche-Neige que certains ont décrit comme une niche. Alors non, on va la refaire. Blanche-Neige, dans le film de 1937, c'est un personnage naïf qui n'a jamais été mis en danger et qui découvre pour la première fois le danger, qui s'installe chez les nains et qui du coup se sent en sécurité et donc n'a aucune raison de se méfier d'une vieille dame qui lui tend une pomme pour qu'elle croque dedans. Voilà comment a été fait la scène du film de 1937. Dans le remake, Blanche-Neige est censée être une femme intelligente, c'est censé être une femme forte, hein, c'est ce qu'un peu nous a vendu les promos de Rachel Zegler dans ces trucs à la con où elle dénigrait le film de 1937. Bah, quand tu vois comment ton personnage a été écrit, ma cocotte, va te faire foutre. Parce que là, elle est censée être une femme forte. Et c'est censé aussi être une femme qui est au courant que la belle-mère veut la buter et qu'elle n'est pas en sécurité. En plus, la belle-mère ne vient pas lui dire « je te donne une pomme parce que je suis une marchande de pommes ». Non, elle vient voir en disant « oui, ton amoureux, ton love interest, il est prisonnier de la belle-mère, il faut que tu ailles le sauver ». Donc là, Blanche-Neige est dans une situation où elle doit se dépêcher, où elle veut aller sauver son prince. Et donc, la belle-mère déguisée en vieille femme lui tend la pomme en lui disant « tiens, pour ton voyage, prends des forces, mange cette pomme ». Donc là, on est face à un personnage qui est censé être un personnage féminin intelligent,
qui est censée être une femme forte, et qui doit s'empresser d'aller sauver son prince, mais qui ne peut pas s'empêcher de croquer un bout de pomme avant, parce que, et pourquoi pas, hein, on va manger une pomme, hein, je suis un peu pressé, j'ai mon amoureux qui est en danger, mais j'ai faim quand même. Et c'est comme ça qu'elle meurt en croquant la pomme. Ah bah tiens, en parlant de pommes, j'espère, alors, c'est marrant parce que, dans le film de 1937, la pomme, c'était un symbole, c'était quelque chose qui rappelait un petit peu le concept de croquer la pomme. Parce que la mort de Blanche-Neige, quelque part, c'était la mort de son innocence. C'était parce qu'elle avait croqué la pomme et donc elle perdait un peu son innocence de jeune fille. Et ben là, j'espère que vous les aimez les pommes, parce que là, on nous les sort à toutes les sauces. Déjà, on nous dit que l'ancien roi, que les parents de Blanche-Neige, à une certaine époque, en fait, faisaient des tartes aux pommes pour le village, parce que bien sûr, un roi qui dirige un pays avec sa reine, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est faire des tartes aux pommes pour les habitants du pays. Mais bien sûr. À un moment donné, quand Blanche-Neige sort, c'est pour aller cueillir des pommes, et les pommes, et à la fin, on nous resserre des tartes aux pommes. Il y a des tartes aux pommes de partout. Ah là, tu peux pas faire mieux pour niquer une symbolique. D'ailleurs, ils ont tenté de faire une espèce de sous-intrigue avec le père de Blanche-Neige. Est-ce qu'il est vivant ou non? Il est pas vivant. Voilà. C'est tout le monde le sait, on le savait tous. Le père de Blanche-Neige, il est mort et on en a marre parce qu'il perd du temps avec ça. Tiens, d'ailleurs, je parlais, ils ont casté un nain et c'est pas un des 7 nains parce que en plus, vous vous souvenez de la photo où on voit une espèce de troupe de 7 personnes qui croisent Blanche-Neige et tout le monde disait que c'était une photo fake parce qu'il y avait une espèce de grogne qui disait qu'ils ont supprimé les 7 nains parce que ce serait parce que la représentation des 7 nains est dégradante pour les personnes de petite taille. Tout ça parce que Peter Dinklage a fait un caca nerveux qui n'a rendu service à personne. Alors qu'il y a plein de personnages de petite taille qui galèrent à trouver un rôle et qui auraient bien voulu avoir un rôle dans ce film. Mais là, en fait, ils ont voulu remplacer les 7 nains par 7 personnages qui accompagnent le prince, qui n'est plus un prince du coup, mais une espèce de voleur. Mais comme ça a fait grogner, ils auraient trop pédalé. Du coup, ils se sont dit, bah non, on va faire 7 nains, mais ce seront 7 nains en CGI. 7 nains en CGI qui, en plus d'être moches, sont totalement des connards dans ce film parce qu'ils se foutent de la gueule de Simplet. Là où dans le film de 1937, il y avait une bienveillance envers Simplet. Ah bah, je suis désolé, je viens de penser à Simplet parce que en fait, ils ont pas voulu faire un personnage qui est Simplet justement. Non, c'est en fait un personnage qui n'osait pas parler. C'est pas comme si on avait un nain qui s'appelait littéralement timide parmi les 7 nains. Je vous dis, il y a rien qui va dans les décisions. Et donc ils ont rétro-pédalé avec les 7 nains et ils ont quand même conservé les 7 personnages. Du coup, t'as 14 personnages inutiles en fait. Je crois qu'on peut résumer à ça, t'as 14 personnages inutiles. Non mais quand je vous dis que rien ne va. Les chansons rajoutées ne vont pas parce qu'au niveau montage, c'est n'importe quoi. Je veux dire, la scène où Blanche-Neige veut montrer qu'elle est pas d'accord, qu'elle se rebelle. Alors déjà, c'est une chanson où elle se rebelle en faisant le ménage. Alors, paye ta rébellion. Mais en plus, on nous fait comprendre, en fait, c'est la manière dont est montée cette scène, t'as l'impression que c'est plusieurs jours qui passent. Mais non, en fait, c'est juste quelques minutes. Même le montage des scènes ne va pas. Y a rien qui va dans ce film. Et qu'est-ce qui se passe quand rien ne va dans un film? Eh ben, il termine flop 1 de mon flop de l'année 2025. Voilà, c'était le flop 15 de l'année 2025. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour le top 15.